Mon parcours artistique, moi depuis que je suis gamin, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé euh, la peinture, la sculpture. Et quand j'étais jeune, je voulais dessiner comme Léonard de Vinci. Donc je me suis dit, il faut que j'arrive à être comme Michel-Ange, comme Léonard de Vinci. Les dessins au crayon, à la sanguine étaient très beaux. C'est ce que je voulais faire. Apprendre les proportions, savoir dessiner le corps humain, savoir dessiner des paysages. Enfin, j'ai senti très tôt que c'est la chose qui m'intéressait le plus au monde. Donc c'est la passion naturelle. Oui, c'était une passion et je me souviens même que gamin, j'avais une carte postale de Braque. C'était un collage abstrait et je l'ai toujours gardé dans un cahier. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je sentais que il se passait quelque chose, la couleur, la composition. Donc voilà, j'ai toujours aimé dessiner. Et une chose amusante, j'ai un frère qui est qui a 2 ans de plus que moi. Et quand on était petit, il dessinait tout le temps, tout le temps. Moi, je le regardais dessiner. Lui est devenu cuisinier et moi sculpteur. Et, mais dans vos familles, vos parents, il y a une ambiance artistique où ça, c'est Non, quelque chose qui vous influence de choisir l'art ou je sais non, pas. il n'y avait pas. Mon père, non, mes parents étaient ouvriers, donc. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours laissé faire ce que je voulais, ce que j'aimais. Donc, on n'était pas riche, mais bon, j'aimais ça et c'est ça qui comptait. Voilà. Après, vous entrez aux Beaux-Arts de Paris. Voilà. J'ai fait un lycée d'art appliqué et puis je rêvais de l'école des beaux-arts de Paris. Et j'ai passé mon concours d'entrée, j'ai été accepté et ça c'est un lieu, un moment merveilleux parce que c'est un lieu de rencontre fantastique, l'école des beaux-arts. Et j'ai rencontré des gens qui venaient du monde entier. C'était très cosmopolite. Il y en a qui venaient de Chine, du Japon, d'Égypte, d'Amérique, et ils avaient déjà fait les beaux-arts. Donc il y avait un très bon niveau. Ouais. Et voilà, on rencontre des gens, on apprend des techniques, et puis après, il faut savoir partir. Si on a des choses à dire, ça veut dire qu'il faut construire son propre vocabulaire. Donc, il faut quitter l'école comme on quitte la maison des parents. Ouais. Et après vos diplômes, comment vous commencez votre carrière professionnelle en tant qu'artiste professionnel? Après le diplôme, c'est très dur parce que Ouais. j'étais, j'allais dire, chômeur. Je ne voulais pas enseigner parce que enseigner, c'est tout un travail important. Ça prend beaucoup d'énergie. Et si on veut construire son langage artistique, il faut se consacrer à fond. Et donc, ça veut dire que celui qui enseigne, c'est bien parce qu'il peut travailler, il peut gagner de l'argent. Moi, je n'avais pas de moyens. Mais donc, je faisais toutes sortes de petits travaux. Je faisais des chantiers de peinture, etc. pour pouvoir, à côté, euh, continuer à dessiner, peindre et trouver le langage qui allait être le mien. Je conçois que on a besoin de la technologie. On est à une époque où je vais prendre un exemple clair. Par exemple, la lithographie. Au 19e, on faisait de la lithographie pour reproduire une image. C'était le but. Or, au XXe siècle, au XXIe siècle, le travail de lithographie est fastidieux. Il faut préparer une pierre, il faut. Or, aujourd'hui, il y a un ordinateur, il y a Photoshop. C'est merveilleux. Imaginez que Matisse ou Picasso, en leur temps, il y aurait eu Photoshop. Quand on voit les photos de Matisse sur son lit, où il ne peut plus bouger, où il découpe ces images pour les coller, aujourd'hui on a un ordinateur, on appuie sur un bouton, c'est merveilleux. Mais ce n'est qu'une assistance technique. L'artiste, on ne peut pas le remplacer.
ce que je trouve dommage, c'est l'artiste qui va concevoir entièrement, grâce à une machine, une sculpture. Et j'en ai vu, il n'y a aucune âme. C'est comme un musicien qui va jouer une partition, comme ça à toute vitesse, il n'y a aucune émotion. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on sait jouer du piano que on va. L'important, c'est d'apporter cette émotion. Qu'on joue Beethoven ou Chopin, c'est comment on va restituer l'esprit. Mais la machine, j'ai jamais vu une machine qui avait sorti quelque chose qui m'a ému. S'il n'y a pas le travail de l'artiste derrière, c'est pas fini, quoi. Ouais. Il manque quelque chose, voilà. Un artiste, ça ne crée pas pour soi. L'artiste, il crée pour les autres. Et pour les autres, des jeunes, des vieux, il n'y a pas de cible, il n'y a pas de client potentiel. Donc, les gens qui voient l'œuvre, et c'est l'idée que je me fais. Quand je vois une œuvre, il faut qu'elle me parle. Je veux dire qu'il n'y a pas de discours préalable. On a une émotion, on n'en a pas. L'art, c'est la poésie, l'art, c'est l'émotion. Il n'y a pas d'autre discussion possible. Si j'aime un travail, si mon œil m'attire vers un travail, je veux savoir qui a fait, quel est l'artiste. J'ai envie après de discuter avec l'artiste. Mais c'est d'abord l'œuvre qui va me procurer une émotion. Et c'est ça qui est essentiel. Il n'y a pas de discours au préalable. On ne va pas dire j'ai voulu. Non. Voilà, on va au théâtre, on va à l'opéra, et là, on a une émotion et on s'évanouit. Voilà. Donc, s'il y a ça, c'est pas bon. Donc, moi, si on peut être chinois, on peut être arabe, on peut être français, on peut être américain, on va comprendre, c'est tout. C'est pas la langue qui va nous arrêter. Ce qui compte, c'est la proposition qui est faite par l'artiste. Ça, c'est essentiel. Je crois que dans la vie, on n'échappe pas à sa propre histoire. La création, elle est nourrie de sa propre histoire personnelle. Mais mon histoire personnelle, je vais l'inventer à nouveau pour que le public rentre dans une histoire qui a été inventée. D'accord ? Les tortues, par exemple. Moi, j'ai grandi avec des tortues. Ma mère avait des tortues. J'ai ici des tortues. Parce que la légende dit que les tortues protègent la maison. Elles chassent les mauvais sorts et les mauvais génies. Le jour où j'ai vu une tortue, un casque, au marché aux puces, je me suis dit, mes horreurs de la guerre. Picasso a fait Guernica, Goya les fusillés, tous les artistes ont voulu témoigner des horreurs de la guerre. La guerre, c'est jamais bien pour personne, pour les êtres humains, pour les animaux, pour la planète. Bon, moi, la tortue, c'est intéressant parce que c'est à la fois le bien, elle porte le monde, elle a la sagesse, donc il y avait une dualité dans l'objet. Le mal, le bien, réunis comme ça, parce que le casque, tout de suite, c'est quelque chose de très choquant. Mais, en même temps, quand il y a 2000 tortues en blanc, comme ça, sur une plage, ça donne toute une autre dimension de paix, de poésie. Et c'est ça qui est bien. La première fois que je suis allé en Chine, en 87, j'ai été invité à l'école des beaux-arts de Hangzhou. Et donc, c'était quand même une autre Chine. Hein. Et on était avec des professeurs aux arts décoratifs. Et il y avait en même temps un groupe de femmes américaines qui venaient travailler la calligraphie. Donc, et elles repartaient au bout d'un mois avec un diplôme de calligraphie de l'université de Hangzhou. Donc, mais elles me voyaient passer en vélo avec les moules. Et elles disaient, mais what is this? Et je leur disais, this is a mandala. À la fois beau, discret,
c'est tout, comment dire, il y a des gens qui faisaient un travail artisanal, voilà. Il y a beaucoup de gens qui font un travail très professionnel, mais anonyme, tu vois, contrairement aux artistes. Bah, ils ne sont pas dans la scène française ou la scène artistique. Voilà. Jusqu'au Moyen-Âge, l'art était discret. À partir de la Renaissance, on signe les œuvres et on commence à exister individuellement. Dit par l'artisan pour dire tiens, je vais faire quelque chose de beau. Et c'est vrai qu'on dirait une espèce d'étoile, d'astre. Et pourtant, c'est sur le sol, simplement, et on marche dessus sans l'avoir. Les enfants du monde, pour symboliser l'entrée dans le 21e siècle, il y a 21 enfants. Voilà. 21 enfants qui ont été à Paris installés en 2001, qui marquent le début du 21e siècle. Voilà. Et donc, pour faire les enfants du monde, je suis allé, encore une fois, dans différentes villes du monde pour mouler les signes distinctifs, c'est-à-dire la peau des rues. Et c'est toute cette calligraphie qui m'intéresse, cette écriture. On retrouve New York City, là ici on va retrouver Broadway, Manhattan par là, donc voilà, c'est tous les signes. Alors, regardez, là il y a une chinoise. Et pour ceux qui savent lire en chinois, on retrouve toute une écriture. Alors celle-ci m'a particulièrement intéressé parce qu'elle portait la date 1953 et c'est l'année de ma naissance. Donc c'est pas innocent. Mais voilà, il y a un personnage chinois et celle qui est à Shanghai n'a pas la même plaque qui est là. Et cette plaque, je l'ai faite à Fuxing Park. Et je suis arrivé devant cette fleur et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette fleur? Je vais bientôt démouler. Là, je suis en train donc de faire le moule. Et non, on attend, il le sèche. Ça va vite sécher, je vais le démouler. Et après, vous avez... Il faut simplement que je donne la bonne épaisseur. Là, vous voyez l'envers, vous allez voir l'autre côté. Enfin, c'est très physique, hein. C'est comme un gâteau, c'est la cuisine. Et voilà. Je prends la rue comme page d'écriture. Comme un gamin dessine une marelle, oui. Hein, vous voyez, le dessin de la marelle, pour jouer comme ça, hop, on joue 1, 2, 3, hop, on peut jouer, mais on peut aussi écrire par terre. Et là, je tenais à faire toute une page d'écriture, en chinois, en arabe, en grec, dans toutes les langues du monde, comme les enfants du monde, où on retrouve toutes les écritures. Par exemple, c'est toute une série sur la Chine, une écriture chinoise, et vous voyez ça veut dire quoi? L'homme. L'homme. Et en même temps, ça fait penser à une sculpture de Giacometti. Vous voyez, l'homme qui marche. C'est quand même incroyable. Hein? Donc, et puis il y a tous ces... Oui. L'idée de l'encre de Chine. Dès qu'on pense dessin, encre de Chine, on ne dit pas l'encre de Suède. Hein? On dit encre de Chine. C'est bien pour ça que il y a tout un travail de dessin qui me paraissait important. J'aime bien cette composition, hein, qui est baptisée Shanghai. Vous avez choisi les mots ou les caractères qui est lié avec vos propres histoires. Oui, c'est un peu de mon histoire. Qu'est-ce que je fais la première fois que j'arrive dans un pays? C'est je regarde par terre. Je regarde où je mets les pieds. Et je trouve qu'on ne regarde jamais assez où on met les pieds. Il faut regarder. Et qu'est-ce qu'on découvre? Voilà, les plaques, le sol. C'est très important. On a des choses essentielles. Alors après, je peux réduire, je peux avoir comme un livre d'écriture, voilà, comme un catalogue. Je crois que
le papier, le fer, le plâtre, la cire. Il y a une logique du matériau. Et là, c'est un matériau nouveau, c'est un matériau original qui répondait à ce besoin de faire une œuvre qui est entre dessin et sculpture, entre dessin et peinture. Et l'idée, c'est que les gens se promènent et découvrent comme ça des vaches. Vous voyez, on retrouve encore toute cette dimension urbaine. La vache, moi j'avais fait un voyage aux Indes, et en Inde, la vache est sacrée. Et donc, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu une vache faire les poubelles. Donc c'est quand même étonnant. En France, on n'est pas habitué à ce genre de choses. Et ça tombait bien puisque il y a eu le Vachart, et dans toutes les villes du monde, il y a eu la coparade. Et donc j'ai habillé exceptionnellement ma vache avec toutes ces plaques d'un peu tous les pays du monde. Voilà. Alors on retrouve la plaque de Paris, on retrouve Shanghai, on retrouve New York, enfin bref, c'est encore une fois la vache universelle. Voilà, c'est des endroits mystérieux, c'est des endroits, c'est des grottes magiques. C'est ici que je viens stocker tous mes moules. Il y a 40 années de travail. Alors je viens les stocker ici, mais on est et ça pose un petit problème parce qu'on est à la campagne. Et ici, il y a des fois des souris. Hein, et elles rentrent dans les moules et elles font leur nid. Mais elles mangent l'élastomère, mais pas pour le manger, pour faire un lit pour les bébés. Et ce qui fait que des fois, j'ouvre un moule. C'est déjà abîmé. Il est abîmé. Voilà. Comme tout à l'heure, hein, tous les moules que je stocke ici, mais pendant des années, des années, des années.